à toutes et tous. Alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est un tout grand merci. Tout grand merci d'être ici aujourd'hui parmi nous. Vraiment un cadeau que vous nous faites de vous être déplacés pour ce séminaire qui est à la fois convivial, intime et informel. Donc je ne vais pas m'attarder sur la théorie du transgénérationnel, évidemment, parce que je crois que ça fait partie de votre fond culturel, collectif et expérientiel aussi. Néanmoins, je vais vous faire une petite présentation qui va être soclée sur les théories du transgénérationnel, puisque l'idée de Commemoria émane de cette théorie. Alors, tout d'abord, une chose est essentielle, c'est que la transmission de la mémoire est essentielle pour la santé mentale des lignées et des individus. Et donc, vous le remarquerez dans les médias, il y a souvent une confusion entre la transmission intergénérationnelle et la transmission transgénérationnelle. Et chaque fois, je pense qu'il est important de bien repréciser que l'intergénérationnel est une transmission qui est consciente et partiellement inconsciente, mais que surtout le transgénérationnel est une transmission qui se fait de façon inconsciente entre les individus. Et que les effets de cette transmission peuvent être extrêmement délétères pour les descendants. Ça n'est pas systématique, il faut être prudent, mais toujours est-il que le transgénérationnel, donc ce qui n'a pas été intégré au niveau d'un individu dans l'arbre généalogique, deuil non fait, traumatisme non intégré, tâche inachevée, secret de famille, peut potentiellement avoir un impact sur les descendants. Et donc on peut dire que la transmission transgénérationnelle est en quelque sorte un défaut de transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire un défaut généralement de parole entre les générations et de transmission d'informations. Les conséquences de la transmission des fantômes transgénérationnels peut s'exprimer de 5 façons. Tout d'abord par des passages à l'acte, qui sont des actes fous que l'on n'arrive pas à comprendre si on n'a pas cette grille de lecture, des expressions dans le corps, des expressions de maladies sous forme de maladies somatiques, sous forme de maladies psychiques, avec toute la palette qu'on peut imaginer, partant du petit dysfonctionnement psychosocial à des pathologies beaucoup plus lourdes comme l'autisme et les psychoses. Et je crois que ça m'en intéressait plus d'un ici, une des expressions du fantôme transgénérationnel qui est une tentative de solution chez les individus, c'est la pratique artistique. Et évidemment, la thérapie et l'intégration transgénérationnelle. Et comme vous le voyez dans mon exposé, eh bien j'ai mis une autre couleur en ce qui concerne l'art et la thérapie, puisque Commemoria se situe en quelque sorte à la frontière et intègre ces deux dimensions. L'outil que nous utilisons habituellement s'appelle le génosociogramme. Donc le génosociogramme est une représentation graphique de l'arbre généalogique qui est commentée et augmentée de liens qui sont des liens, je dirais, émotionnels et d'événements émotionnels. Donc en quelque sorte, lorsque vous regardez un arbre généalogique, eh bien, vous avez ce genre de cases dans une arborescence. Et si on y regarde de plus près, en fait, sur le plan émotionnel, eh bien, chaque case, en fait, c'est un film, c'est un récit de vie. Et c'est sur cette idée que se fonde Commemoria, c'est que dans chaque case, où généralement les généalogistes utilisent le nom, le prénom, quelques informations, si vous tirez sur la case, eh bien, vous avez un récit. Un récit qui va permettre à la personne qui le travaille de reconnecter les émotions et de les recontextualiser dans une certaine époque, dans une certaine période. Et donc Commemoria en fait propose une nouvelle lecture de l'arbre généalogique tel que vous la connaissez habituellement, tout simplement en faisant ceci, c'est en basculant l'arbre à 90 degrés, maintenant pour les Belges, pour faire ceci. C'est de transformer un arbre généalogique, je repasse la dia, en lignes du temps, qui sont des lignes du temps synchronisées, qui vont permettre une toute autre lecture de l'histoire familiale et de compléter la lecture du génosociogramme. La contextualisation, eh bien, vous avez ici l'exemple d'une famille. Cette famille est synchronisée dans le temps. Nous pouvons y ajouter des lignes du temps contextuelles qui peuvent englober des événements sociologiques, crise économique, guerre, autres événements, mais aussi l'histoire globale, l'histoire mondiale dans laquelle se joue un événement. Pour vous donner un exemple beaucoup plus précis de contextualisation, eh bien, dans mon existence, dans la vie de mes grands-parents, le krach de Wall Street en 1929 a eu un impact sur le fait que ces gens ont décidé de ne faire qu'un seul enfant, puisque ce krach de Wall Street avait impacté la région dans laquelle nous nous trouvons, le Borinage, qu'il y a eu une misère ouvrière et que leur façon de survivre a été de se protéger en ne faisant qu'un seul enfant. Donc la contextualisation est importante.
Et donc si vous tirez une verticale entre ces différentes lignes, eh bien, vous pouvez observer la concomitance de certains événements qui vont vous permettre de faire une analyse d'une situation. C'est toujours très intéressant, par exemple, dans le cas d'une naissance, c'est de tirer ce trait au moment de la conception, c'est ce qu'on appelle le berceau d'incarnation, et de voir quelles étaient les circonstances de ma conception. Et donc le contextuel et cette technique vont permettre, lorsque des gens nous disent à nous praticiens, ben écoutez, moi j'ai pas d'informations, c'est de pouvoir nous faire une représentation en creux d'un personnage. C'est-à-dire, c'est de construire un puzzle autour duquel nous allons mettre des éléments contextuels et des documents qui n'appartiennent pas nécessairement à la famille, mais qui vont nous permettre de dessiner en creux un personnage qui ensuite va pouvoir s'articuler aux autres informations qu'on trouve dans le génosociogramme et amener de nouvelles interprétations, un nouveau sens et de nouvelles informations qui vont conduire à ce qu'on appelle la prise de conscience. Alors, les fonctionnalités de la ligne du temps Commemoria. Ben, Commemoria, c'est quoi? C'est un outil qui permet d'organiser automatiquement, de façon chronologique, un certain nombre d'informations pour le peu que nous ayons une date. Hein, cette date peut être précise ou plus ou moins approximative. Il y a donc un tri en fonction de l'arrivée d'informations dans le cadre d'une recherche psychogénéalogique ou d'un autre travail de récit de vie qui va s'organiser, ce qui peut être très très pratique d'ailleurs pour servir de support à un récit de vie. Les événements vont pouvoir être associés à des éléments multimédia, c'est-à-dire qu'on va pouvoir associer des photos, on va pouvoir associer des vidéos, des sons, etc., qui vont nous permettre de connecter la dimension émotionnelle d'un récit. Cet outil va permettre de sauvegarder et de pérenniser une information qui généralement n'est détenue que par une seule personne. Souvent dans les photos de famille très anciennes, généralement il y a un seul détenteur d'un document. Cet outil va permettre de le partager. Comme je vous l'ai dit, cet outil permet de restituer une information, notamment une information sur la vie d'un personnage dans un contexte ou même dans plusieurs contextes. Et donc il y a moyen ensuite de publier, d'exporter la biographie sur différents supports. Donc voilà les différents documents multimédia que l'on peut envisager d'utiliser avec Commemoria. Donc je vais très très rapidement esquisser les différentes connexions avec ces différents domaines. Donc évidemment le transgénérationnel, hein, l'analyse transgénérationnelle à visée, je dirais, thérapeutique. La transmission de la mémoire entre les générations, puisque cette transmission est très importante pour la santé mentale des lignées, et même, je dirais, plus même des individus, mais aussi d'une société. L'accompagnement de la fin de vie, l'accompagnement du deuil, l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer, le burn-out, surtout le burn-out, puisque une des définitions du burn-out, c'est la perte de sens. Le devoir de mémoire et de commémoration. Alors, comme je vous l'ai expliqué, donc, le récit de vie individuel à visée transgénérationnelle est en quelque sorte vise à remplacer chaque case généalogique par un récit, par un film qui va être ensuite synchronisé pour pouvoir observer la concomitance des événements. Donc voilà comment se présenter une esquisse de cet outil. Donc vous imaginez un ensemble de lignes du temps, et dans chacune de ces lignes du temps, vous avez un ensemble d'informations. Vous pouvez très bien aussi travailler sur des événements collectifs. Par exemple, ici, des soldats qui ont été impliqués dans une bataille lors de la guerre 14-18, eh bien, dans le cadre d'un mémorial, c'est quand même intéressant de savoir que ces personnages ont eu une vie, ont aimé, ont eu des enfants, ont fait des choses intéressantes, et de pouvoir ensuite contextualiser les récits individuels avec les événements de la guerre. Et donc cette mise en relation de plusieurs lignes du temps va permettre ce qui est en quelque sorte une des visées thérapeutiques du transgénérationnel, c'est la prise de conscience, puisque la prise de conscience généralement consiste en une réintégration d'une information qui est inconsciente. Et le fantôme transgénérationnel, en fait, c'est ça. Donc le but de cet outil, c'est de réintégrer de l'information qui est présente, mais que nous n'arrivons pas habituellement à connecter sans utiliser les moyens du génosociogramme ou éventuellement des lignes du temps. Autre application de Commemoria, c'est évidemment la transmission de la mémoire entre les générations. Et ça, c'est Camille Trim qui pourrait nous en parler beaucoup plus finement, puisque Camille a été à l'origine d'un très très beau TFE qui a eu beaucoup de succès et qui a consisté à accompagner des personnes âgées en maison de retraite. Les faits étaient unanimement reconnus à la fois par les personnes, donc les bénéficiaires, les personnes âgées,
mais aussi par rapport à l'équipe qui entourait, l'équipe médicale et aussi les familles. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça diminue la fracture numérique. On parle souvent de fracture numérique, et ce que Camille a constaté, je pense, parce qu'il y a eu un autre TFE d'une autre Camille dont je parlerai par la suite, c'est que les petits-enfants, par exemple, avec cette interface que consistait la tablette ou l'ordinateur, étaient extrêmement intéressés de venir voir leurs grands-parents à la maison de retraite, parce que les enfants, intuitivement, savent qu'il est important d'avoir accès à cette information pour leur énergie, je dirais, vitale et mentale. Alors, comme l'a dit Vincent Dufoin tout à l'heure, ça fait déjà un petit bout de temps, Vincent, en 2013, il y a 5 ans, nous avons commencé, en fait, le tout début de Commemoria a été associé à une réflexion sur la fin de vie, sur l'organisation des funérailles et sur l'organisation du deuil, parce que j'avais constaté lors du décès de mes grands-parents, qui étaient des laïcs, une absence de rituels. Les rituels sont très très importants, la clôture du deuil, l'intégration du deuil sont très très importants dans nos processus psychiques et donc bien touchés au transgénérationnel. Donc nous avons une réflexion commune sur cette période très particulière qui va tous nous concerner et qui nous concerne tous, qui est la fin de vie. Et donc nous avions mis en évidence au départ de deux phrases de Didier Dumas, dont Martine a parlé tout à l'heure, qui est le fondateur du Jardin d'idées, que les deuils familiaux sont essentiels pour notre construction psychique, parce que nous avons besoin d'intégrer en quelque sorte dans un continuum de génération la vie de nos ancêtres et de pouvoir aussi nous projeter dans le futur à travers nos descendants. Et donc nous en étions arrivés à la conclusion qu'il fallait aborder le problème de la fin de vie à 4 stades bien précis, c'est-à-dire l'accompagnement de la fin de vie, où une personne détentrice d'une information, d'un savoir, peut avoir le désir de revisiter son existence. Et là, c'est tout à fait intéressant de voir que des gens qui pensent à avoir une vie assez modeste se rendent compte lors de ce travail de la richesse de leur existence. C'est vraiment une thésaurisation d'une information qui n'est peut-être pas nécessairement consciente chez tout le monde. Donc ça, c'est déjà un très beau travail. Il y a aussi l'intention de faire un cadeau intergénérationnel, puisque cette transmission va permettre, en quelque sorte, nourrir les jeunes pousses. Le deuxième stade auquel nous avions réfléchi est l'organisation des funérailles, parce que les protocoles sont lorsque l'on ne fait pas appel à des protocoles religieux, eh bien, nous avions constaté qu'il y avait un manque dramatique de symbolique et de protocoles et de rituels. Et donc l'idée était de fonder ce rituel laïque sur le récit de vie, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque l'on assiste à des funérailles, quel que soit le culte d'ailleurs, le moment où les gens se réveillent, c'est au moment où on parle de la vie de la personne. On est presque dans l'anecdotique ou dans le récit de vie, c'est à ce moment-là où la cérémonie prend consistance, et donc nous nous sommes dit, eh bien, servons-nous du récit de vie comme support pour construire un nouveau protocole qui ait du sens. Ensuite, nous avons abordé la question du deuil et du partage des mémoires. Donc, accompagnement de la fin de vie, c'est ce qu'on appelle la biographie hospitalière, qui va permettre à une personne de revisiter son existence et de faire ce cadeau intergénérationnel. L'accompagnement de la fin de vie en soins palliatifs est quelque chose qui est peut-être un peu plus compliqué, parce que ça, nous nous sommes rendus compte que techniquement, c'est peut-être un peu tard, donc l'idéal est de pouvoir travailler on est peut-être en maison de retraite et en gériatrie, mais qu'au niveau des soins palliatifs, en tout cas, c'est un pari à tenter, et moi j'y crois toujours. L'accompagnement des funérailles, généralement, on a très peu de temps pour organiser des funérailles, et cet outil, vu la collecte d'informations qui peut être collaborative, va permettre de collecter très très rapidement quelques événements de vie qui vont servir en quelque sorte de squelette à un récit de vie qui peut se construire et qui peut animer un protocole de funérailles. Vous avez déjà probablement toutes et tous assisté à des crémations. Il y a généralement des temps d'attente qui sont très longs et qui sont un peu hors sens. Et que ça peut être un moment où justement on peut construire quelque chose qui ait du sens, puisque c'est le moment où les gens, peut-être pour la dernière fois, se réunissent autour d'une personne qu'ils ont connue. Et que là, faire un dépôt d'informations peut être une contribution, un partage des mémoires qui va servir au processus de deuil par la suite. Et donc ce travail de collecte et de partage de mémoire, eh bien, peut enrichir le processus de deuil, puisque le processus de deuil, c'est quoi? En tout cas, moi, tel que je le conçois, c'est l'introjection de la personne, de l'objet perdu, c'est-à-dire qu'une personne n'est plus présente. Et moi, pour moi, la clôture du deuil, c'est au moment où je peux me représenter sans tristesse
la personne avec laquelle j'ai partagé les moments et de me souvenir avec bonheur de ces moments, parce que je sais que je pourrais retrouver cette personne et ces moments en moi. C'est l'introjection du deuil. Et donc chaque personne qui a connu un défunt, en quelque sorte, est le dépositaire d'une part de mémoire originale dont elle peut éventuellement faire le cadeau aux personnes qui sont concernées par le deuil. C'est un peu l'idée de Commémoria dans cette dimension. Et donc c'est un outil participatif et collaboratif. Vous pouvez très bien imaginer habiter aux États-Unis, habiter en Italie et en France, et posséder une information sur une personne ou sur une situation, que nous soyons dans un contexte d'analyse transgénérationnelle ou d'accompagnement d'un récit de vie, soit d'alimenter la ligne du temps, ou de pouvoir simplement aller la contempler, ou aussi de la fusionner pour pouvoir en faire un support contextuel. Donc on peut aussi imaginer que Commémoria devienne un support technologique au devoir de mémoire qui concerne des événements collectifs. Et donc pour cela, nous avons imaginé une procédure, c'est que chaque ligne du temps puisse être accessible au départ d'un QR code ou d'une adresse Internet, et que ces QR codes puissent être déposés sur des monuments, sur un mémorial par exemple, afin que chaque personne impliquée dans l'événement, nous puissions revisiter son existence et prendre la mesure de ce que ça a pu signifier. Pour ceux qui habitent la région et qui connaissent le site du Grand Ornu, qui est un site industriel minier, eh bien, vous avez une œuvre gigantesque de l'artiste Boltanski, qui a représenté en quelque sorte les personnes qui ont travaillé à la mine dans des casiers métalliques, soit avec un petit code, un numéro de matricule ou une photo. Eh bien, c'est exactement le principe de Commémoria, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans l'arborescence généalogique. C'est qu'à l'intérieur de ces casiers, ces gens qui ont été travaillés dans cette mine, eh bien, vous avez un récit de vie que l'on peut revisiter grâce à cet outil. Et donc, avec ce système de QR code et de partage, on peut très bien aussi imaginer, dans des lieux, même lors des funérailles, pour le partage des mémoires, mais aussi dans des musées ou lors de manifestations, c'est d'avoir une borne où quelqu'un peut déposer une information et la partager et la remettre à la communauté. Et donc cet outil peut notamment, moi je suis convaincu que cet outil peut servir dans le cadre de drames collectifs, peut servir d'aide aux familles des victimes. Alors les récits de vie, donc il en va du récit de vie comme que ce soit sous forme informatique ou sous forme écrite. Il y a des gens qui font du récit de vie ou qui écrivent des biographies et qui souhaitent laisser ça dans l'intimité de la famille ou éventuellement de faire une publication grand public. Donc l'outil permet aussi de publier le récit de vie sur un mémorial et on peut évidemment concevoir un ou plusieurs interfaces qui vont concerner tel ou tel événement. Enfin, pour terminer, Timeline Box, c'est une idée contributive, c'est-à-dire que je vous ai parlé de contextualisation des lignes du temps individuelles. Je vous ai parlé, par exemple, le krach de Wall Street en ce qui concerne mon histoire personnelle. Je pourrais très bien construire une ligne du temps qui explique les mécanismes qui ont conduit au krach de Wall Street, et puis installer ça dans Timeline Box, qui est en fait une sorte d'annuaire qui est lié à Commémoria, et qui permettra à d'autres personnes intéressés aussi par cette contextualisation, d'aller chercher ma ligne du temps et de l'utiliser et de la fusionner avec leur propre histoire. Alors les gens aiment bien que, même personnes peut-être plus âgées aiment bien d'avoir un support un peu plus matériel par rapport à un travail. C'est une des questions qui nous est posée, qu'est-ce que ça va devenir? Et donc il y a plusieurs possibilités d'exporter le travail réalisé, notamment sous forme d'un carnet, quelque chose de matériel, sous forme papier, forme de DVD, etc., etc. Alors en ce qui concerne l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer, je vais faire très vite. Donc en fait, nous avons constaté qu'il y a plusieurs types de mémoire. Et une des mémoires qui reste le plus longtemps intacte dans la maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire autobiographique. Et donc il y a un intérêt majeur à utiliser les souvenirs de la vie pour mettre des gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer au stade débutant au travail pour solliciter la mémoire. C'est ce que l'on appelle les thérapies de réminiscence et de récit de vie. Donc les thérapies de réminiscence et de récit de vie sont vraiment considérées dans le champ médical, neurologique notamment, comme étant des outils thérapeutiques à part entière. Et donc Commémoria s'inscrit tout à fait
dans ce cadre. Et donc une autre Camille Croen, cette fois, étudiante à l'Institut Marie-Abs de Bruxelles en logopédie, orthophonie pour les Français, a aussi fait le même genre de TFE que Camille, mais cette fois en ce qui concerne l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer, en élaborant des récits de vie au départ de tablettes tactiles, et elle a obtenu les mêmes résultats. Si vous le souhaitez, évidemment, ces TFE sont à votre disposition. Alors ce qui est très intéressant, exactement comme dans les conclusions de Camille, c'est qu'il y a un rôle écosystémique dans le champ, que ce soit gériatrique ou dans le champ de la maladie d'Alzheimer de Comemoria, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice à 3 niveaux. C'est au niveau du patient, au niveau de la famille et au niveau des soignants. Donc nous avons imaginé bien sûr pour ce travail un protocole, où il y a d'abord une rencontre avec les proches, et puis ensuite le travail se fait avec les personnes. Et puis ensuite, il y a un partage avec l'entourage. Un des moments importants, c'est lorsque le travail était fait, c'est que les personnes puissent aussi, dans le cadre de gériatrie, notamment de maison de retraite, c'est de pouvoir montrer leur existence. Et au niveau de l'intégration d'une personne dans une maison de retraite, par exemple, ça fait des miracles. C'est-à-dire que le petit nouveau devient rapidement beaucoup plus connu, et les soignants peuvent mieux le connaître aussi, ce qui peut même au niveau thérapeutique être fort intéressant. Et donc voilà, je passe rapidement, donc intérêt pour le patient, ça vous irez voir sur le PDF. Intérêt pour l'entourage. Et intérêt pour les soignants, vous voyez qu'il y a pas mal d'intérêt à cette démarche dans le champ gériatrique et dans le champ de l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer. Et curieusement, pour le moment, notre ministre de la Santé, Maggie De Bloch, fait un appel à contribution pour trouver des outils pour répondre à cette calamité qu'est le burn-out. Et une des définitions du burn-out, eh bien, c'est la perte de sens. Or, chez l'être humain, il n'y a pas de sens sans récit. C'est-à-dire qu'un humain a besoin de construire un récit, fût-il fictif, il peut y avoir des fictions thérapeutiques. Donc je pense que c'est un outil qui pourrait très bien s'intégrer dans une approche pluridisciplinaire du burn-out, et que je crois que ça mérite d'être investigué. C'est une nouvelle idée qui vient avec Philippe Deban, qui nous a parlé tout à l'heure de l'intégration de Comemoria au CHU Ambroise Paré, parce que c'est une question sur laquelle nous sommes en train de travailler. Alors le futur, c'est quoi? Bien, vous êtes ici intéressé par le sujet. Moi, mon ambition et surtout mon plaisir, c'est d'essayer de créer un réseau d'accompagnants. Vous avez vu qu'il y a plusieurs façons d'utiliser, et surtout plusieurs registres pour utiliser Comemoria. Ce que vous voyez là, en fait, c'est l'annuaire du site Généascence que nous avons créé, Michel et moi, qui est le site dédié essentiellement aux transgénérationnels et sur lequel nous avons un annuaire de praticiens. Donc l'idée, c'est de créer un clone de cet annuaire et de pouvoir donc répertorier des gens qui feront de l'accompagnement dans différents domaines, que ce soit le récit de vie, que ce soit l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer, de la fin de vie, du deuil ou dans le travail transgénérationnel avec cet outil. Et donc, pour qu'il y ait un annuaire et qu'il y ait l'utilisation de cet outil, eh bien, il faut une formation. Et c'est là où la collaboration avec l'école Généapsy de Paris, avec Elisabeth et Simone, devient flagrante, puisqu'elle dispose d'un réseau de formation sur la France, même sur la Corse. Alors un petit cocorico, ça fera un peu sérieux pour clôturer. Comemoria a obtenu un prix chez Microsoft. Ça donne une certaine validation au projet. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je cède le poste de pilotage à mon copilote, Michel.